Bienvenue dans le deuxième épisode de la série Apprendre le day trading, les bases. Dans le premier épisode, on a parlé de plein de choses. Ce qu'est un day trader, pourquoi je me suis lancé là-dedans, et le pouvoir des intérêts composés. Aujourd'hui, on attaque un sujet beaucoup moins glamour, mais absolument essentiel. On va parler de la façon d'ouvrir un compte de trading. Ouais, je sais. Dit comme ça, c'est à peu près aussi excitant que de lire la notice de montage d'un meuble Ikea. Mais reste avec moi quand même, parce que le type de compte que tu choisis au départ peut littéralement t'empêcher de faire une grosse erreur. Ou, à l'inverse, te mettre dans le pétrin sans même que tu comprennes pourquoi. Bon allez, on commence par le début. Les différents types de comptes. Première chose à comprendre quand tu ouvres un compte. On va te demander si tu es un trader professionnel ou non professionnel. Là, tu te dis peut-être, je trade à temps plein, donc je suis un pro, non? Pas du tout. Aux yeux des marchés boursiers, être professionnel n'a rien à voir avec combien tu gagnes, ni avec le fait que ce soit ton métier. C'est une question de licence. Un trader professionnel, c'est quelqu'un qui a passé des examens. Quelqu'un qui a obtenu une licence officielle pour trader au nom de clients. Les gens qui travaillent dans une banque, dans un fonds d'investissement ou dans une salle de marché. Si tu ne te souviens pas avoir passé des examens longs et pénibles pour avoir le droit de trader, c'est que tu es non professionnel. Et ça, c'est 99% des gens. Toi compris, moi compris. Bon, pourquoi est-ce que ça change quelque chose? Une seule raison, le prix des données de marché. Les données de marché, ce sont les prix en temps réel, ce qui alimente tes graphiques, tes scanners, ton carnet d'ordre. Les pros paient des données plus chères que les non-pros pour exactement la même chose. C'est un peu absurde, mais les données de marché, c'est ultra contrôlé, ultra réglementé. Je te donne un exemple qui montre à quel point ils prennent ça au sérieux. Dans les centres de données de marché, il y a des armoires remplies de serveurs, des grandes baies pleines d'ordinateurs. Certains serveurs sont plus proches de la source des données que d'autres. Plus proche, ça veut dire plus rapide. Une fraction de seconde plus rapide. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait pour que ce soit équitable? Ils ont donné à chaque serveur exactement la même longueur de câble. Le plus proche a un câble enroulé 5 fois sur lui-même, le plus loin a un câble tout droit. Tout ça pour que personne ne gagne un millième de seconde sur le voisin. Oui, on parle de gens qui mesurent des câbles au millimètre. Le niveau d'obsession fait presque peur. Dernier point sur l'ouverture de compte, on va aussi te poser des questions un peu bizarres. Par exemple, est-ce que tu connais quelqu'un en position de pouvoir politique? Est-ce que tu es lié à un dirigeant d'une entreprise cotée en bourse? C'est juste de la conformité. Ils veulent savoir si tu es quelqu'un de normal ou quelqu'un qu'ils doivent surveiller de plus près. Pour 99% d'entre nous, encore une fois, on est juste des gens normaux. Tu coches non et tu passes à la suite. Le premier type de compte, c'est le compte au comptant, le compte cash. C'est le plus simple qui existe et le plus populaire en même temps. C'est un peu comme un compte en banque. Tu mets de l'argent dedans et cet argent, c'est ce que tu peux utiliser pour acheter des actions. Tu as 3000 $ sur le compte, tu peux acheter pour 3000 $ d'actions. Simple comme bonjour. Alors c'est quoi le problème? Le problème, c'est le règlement de la transaction. En anglais, on appelle ça le settlement ou règlement. Donc le règlement, c'est le temps que ça prend pour qu'une transaction soit réglée officiellement. C'est un peu comme quand tu déposes un chèque et que tu dois attendre qu'il soit encaissé avant de pouvoir utiliser cet argent. Avec un compte cash, ce délai est d'une nuit complète. Imagine, tu as 3000 $. Le matin, tu achètes pour 3000 $ d'actions. Tu revends dans la même journée. Cet argent-là, tu ne peux plus le retrader avant le lendemain. Il faut que la transaction se règle pendant la nuit. Concrètement, ça veut dire que tu es limité à peu près à un bon trade par jour. Tu mets tout ton capital sur un trade et après, tu attends demain. Alors tu vas me dire, mais Matt, un trade par jour, c'est exactement ta règle. Bien vu. Sauf que c'est ma règle par discipline. Pas parce qu'un compte m'oblige à m'arrêter. Et la nuance est importante. Du coup, pourquoi le compte cash est-il aussi populaire? Pas parce qu'il est optimal, parce qu'il est simple à ouvrir. Pas de vérification de crédit, pas 36 formulaires à signer. Tu donnes une pièce d'identité, une adresse et c'est ouvert. C'est une façon simple et relativement sécuritaire de commencer. Mais ce n'est pas le compte le plus puissant. L'autre option, c'est le compte sur marge. Le compte de margin. Lui, il règle le problème du compte cash. Avec un compte margin, tes transactions se règlent en pratique instantanément. Je dis en pratique parce qu'en réalité,
elle serait quand même pendant la nuit. Mais le broker le sait. Donc il t'avance l'argent en attendant que tu puisses continuer à trader. Résultat, tu peux prendre autant de trades que tu veux dans la journée. Laisse-moi te montrer ce qui se passe dans les coulisses avec un exemple. Imagine une action comme GameStop à 300 $. Tu achètes 1000 actions. 1000 actions fois 300 $, ça fait 300 000 $ d'actions. Tu revends avec 50 cents de profit par action. Tu gagnes 500 $. Tu recommences, encore 300 000 $, encore 500 $. Et une troisième fois, encore 300 000 $. Au total, tu viens de trader pour 900 000 $ d'actions pour gagner 1500 $. Il n'y a rien de mal là-dedans, hein? Tant que tu contrôles ton risque sur chaque trade, parce que ton risque, ce n'est pas les 300 000 $ en entier, hein. Ton risque, c'est l'écart entre ton entrée et ta sortie. On en reparlera dans l'épisode sur la gestion du risque. Voici le truc par contre. Pendant que toi, tu empoches les petits 1500 $, ton broker, lui, doit avoir la liquidité nécessaire pour couvrir 900 000 $ de trading. C'est exactement ce qui s'est passé pendant la folie GameStop. Des brokers comme Robinhood ont dû bloquer certaines transactions. Pas forcément par méchanceté, bien que, ils n'avaient simplement plus assez de liquidité pour laisser les gens continuer à trader à ce prix-là. Au fond, c'est ça un compte margin. Un accord de prêt entre toi et le broker. Pendant que tes trades ne sont pas encore réglés, le broker t'avance l'argent pour continuer. Il faut juste comprendre une chose. Ce prêt-là vient avec deux éléments qui peuvent faire très mal. Le levier et le short selling. On va regarder les deux. Le levier. En anglais, le leverage. C'est la capacité de trader avec plus d'argent que ce que tu as réellement sur ton compte. Comment ça marche? Prenons un exemple. Disons un compte de 25 000 $. Aux États-Unis, un compte margin offre souvent jusqu'à 4 fois le levier. Donc, 25 000 $ x 4, ça te donne 100 000 $ de pouvoir d'achat. 100 000 $ pour trader. Sauf qu'attention, 25 000 $, c'est ton argent. Les 75 000 $ qui restent, c'est l'argent emprunté. Tu trades avec l'argent du broker. Là, ça devient intéressant. Disons que tu mets les 100 000 $ sur une seule action. Tu achètes 10 000 actions à 10 $. L'action monte de 10%. Elle passe donc à 11 $. 10 000 actions fois 1 $ de profit, ça fait 10 000 $. Félicitations, tu viens de gagner 10 000 $. 10 000 $ de profit sur un compte de 25 000 $, c'est 40% de gain sur ton compte en un seul trade. Ton compte de 25 000 $ vient de passer à 35 000 $. Sur papier, c'est magnifique, hein? Sauf qu'il y a un énorme mais. Le levier fonctionne exactement de la même façon dans l'autre sens. Si au lieu de monter, l'action perd 10%, tu perds 10 000 $, soit 40% de ton compte envolé. Retiens bien ça. Le levier amplifie tes gains, mais il amplifie tes pertes de la même façon. Il ne fait pas de favoritisme. Petite précision selon les pays, parce que ce n'est pas partout pareil. Aux États-Unis, on voit souvent jusqu'à x4 de levier. Au Canada où je trade, c'est généralement plus limité. À l'étranger, certains brokers peuvent monter jusqu'à 6 fois. J'ai même entendu parler de 10 fois. Garde le chiffre 10 fois dans un coin de ta tête. Parce qu'on va revenir sur une histoire tout à l'heure avec. Et ce n'est pas une jolie histoire. On reprend notre compte à 25 000 $ avec 4 fois le levier. Tu as donc 100 000 $ de pouvoir d'achat. Tu achètes 10 000 actions à 10 $. Tu es dans 100 000 $ d'actions. 25 000 $ viennent de toi, 75 000 viennent du broker. Sauf que là, malheureusement, ça tourne mal. L'action s'effondre. Elle tombe à 5 $. 10 000 actions x 5 $, ça fait 50 000 $. Ta position vaut maintenant 50 000 $. Mais toi, tu dois encore rembourser les 75 000 $ avancés par le broker, on est d'accord? Résultat, ton propre capital de 25 000 $ s'est complètement évaporé. Et il te manque encore 25 000 $ à rembourser. Cet argent-là, tu le dois au broker. Ça, c'est un margin call, un appel de marge. Un margin call, c'est quand ta perte dépasse ton propre capital et que tu te retrouves à devoir de l'argent au broker. Ce n'est pas très différent d'un crédit bancaire, sauf que celui-là, tu ne l'as pas demandé consciemment. Il apparaît parce que tu as utilisé trop de levier. Et maintenant, il faut rembourser. Tu comprends pourquoi le levier, c'est à manier avec des pincettes, surtout quand on débute.
Donc, tu te souviens du chiffre 10 ? On va en parler maintenant. Dans les années 1920, c'était très courant. Beaucoup de gens pouvaient trader avec des énormes leviers. Ça a fini par construire un marché entier sur de l'argent emprunté. Imagine bien, une action vaut 10 $. Tu as 100 $. Normalement, tu peux acheter 10 actions, ouais. Sauf que la banque te dit, tu prends 100 actions d'un coup et je te prête les 900 $ qui manquent. Toi, tu dis, parfait. La banque, elle, gagne des intérêts sur le prêt. L'action monte à 15 $, ton 100 $ vient de devenir 500 $, tout le monde est content. La banque prend sa commission et toi, tu te crois riche. Et beaucoup de gens faisaient ça dans les années 1920. Le marché entier était gonflé par les leviers. Chaque achat était multiplié. Ça a très bien marché, jusqu'au jour où les prix ont commencé à baisser. Parce que les leviers qui multiplient vers le haut, multiplient aussi vers le bas, comme on en a parlé. Donc, l'action redescend, la banque appelle. Si tu veux garder ta position, il va falloir rajouter de l'argent. Tu peux pas ? Ok, on te liquide. Sauf qu'elle ne vend pas 10 actions. Elle vend les 100 actions. Et elle le fait en même temps que tout le monde. Les vagues vers le haut étaient énormes, mais les vagues vers le bas étaient tout aussi violentes. Ce genre de mécanisme a contribué au crash boursier de 1929. La morale de l'histoire ? Un margin call, c'est grave, mais c'est aussi évitable. Comment l'éviter ? 2 façons. 1. Tu demandes à ton broker de désactiver le levier sur ton compte. De le limiter à une fois ton capital. Donc, uniquement ton propre argent. 2. Tu utilises un compte qui interdit le levier par nature. Et ça existe. On en parle juste après. Le deuxième élément qui vient avec un compte margin, c'est le short selling, la vente à découvert. Le short, c'est parier qu'une action va baisser. Au lieu d'acheter pour revendre plus cher, et là il faut faire un effort mental, tu vends d'abord pour racheter plus bas. Et pour faire ça, tu as obligatoirement besoin d'un compte margin. Parce que tu empruntes les actions à ton broker. C'est encore une forme d'accord de prêt. Laisse-moi te montrer pourquoi c'est dangereux avec un exemple. Disons l'action Ford. Rien de fou, hein. Tu prends une position short de 1000 actions à 14 $. Tu es à moins 1000 actions. Si l'action descend à 0, tu rachètes tes actions, presque pour rien. Tu gagnes à peu près 14 000 $. En fait, tu gagnes quand l'action baisse. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si l'action monte au lieu de descendre ? Disons qu'elle monte à 100 $. Là, tu es à moins 86 $ par action. 86 fois 1000 actions, ça fait 86 000 $ de perte. Tu vois le souci ? Quand tu achètes normalement, le pire qui peut arriver, c'est que l'action tombe à 0. Ta perte est limitée. Quand tu shortes, c'est l'inverse. Une action peut monter très haut. Théoriquement, elle peut monter sans limite. Donc ta perte aussi peut devenir sans limite. Et imagine le pire scénario. Ford est suspendu en bourse. Une nouvelle tombe. Tesla rachète Ford à 100 $ par action. Pendant que l'action est suspendue, tu ne peux rien faire. Tu regardes l'écran, impuissant, et tu pleures. Ça rouvre directement à 100 $. Et te voilà dans le rouge de 86 000 $, sans avoir pu lever le petit doigt. Voilà le conseil que je retiens de mon mentor. Tu peux avoir un compte margin, mais tu demandes à ton broker de désactiver le short. Comme ça, tu ne prendras jamais une position short par accident. Et tu n'auras jamais ce risque de perte théoriquement illimité. La bonne nouvelle, beaucoup de brokers, surtout les gratuits, bloquent déjà les shorts sur la plupart des petites actions. Parce que c'est beaucoup trop risqué. Donc, dans un certain cas, ça te protège déjà un peu malgré toi. Alors, on a parlé du levier, on a parlé du short, les 2 éléments qui peuvent faire exploser un compte. Il existe un type de compte où ces 2 éléments sont carrément interdits. Pour un débutant, c'est une bénédiction. Aux États-Unis, on parle souvent de compte retraite. Au Canada, où je suis, le plus connu, c'est le CELI. Dans ton pays, ça porte peut-être un autre nom. Mais le principe, lui, il est souvent le même. Dans ce genre de compte, il n'y a pas de levier, il n'y a pas de short possible. Et au lieu d'être une limite, c'est un cadeau. C'est une bénédiction même. Ça t'oblige à être discipliné. Tu peux seulement acheter avec ton propre argent. Et tu ne peux pas faire sauter ton compte avec de l'argent emprunté. Pourquoi le levier est-il interdit dans ce type de compte ? La raison est logique. Ce genre de compte a souvent une limite de cotisation par année. Un montant maximum que tu peux y déposer.
Imagine que tu prennes un margin call dans ce compte. Tu devrais rajouter de l'argent pour rembourser le broker. Sauf que tu ne peux pas forcément le faire parce que ça pourrait dépasser ta limite de cotisation. Du coup, le broker n'a pas le choix. Il te limite à une fois ton capital. Pas de levier, pas de short. Parfait. Petit avertissement quand même. Et il vaut pour tous les pays. Ces comptes ont souvent un objectif précis aux yeux du fisc, comme l'épargne à long terme. Si l'administration fiscale considère ton day trading comme une activité commerciale, les règles peuvent changer. Donc, avant de te lancer là-dedans, va voir un comptable ou un fiscaliste. Et c'est pas un conseil fiscal que je te donne, c'est juste du bon sens. Chaque pays a ses propres règles et ce n'est pas le genre de choses qu'on improvise. Je vais te raconter une histoire américaine. Donc ça ne s'applique pas directement à toi, mais elle montre tellement bien la puissance d'un compte qui vaut le coup. Aux États-Unis, il y a 2 grands types de comptes retraite, le classique et le ROTH. La différence, une question de moment. Et le moment, c'est quand est-ce que tu payes l'impôt. Mon mentor utilise une image que je trouve très parlante. Tu taxes la graine ou tu taxes le fruit. Le compte classique, tu mets ton argent avant impôt. Donc aujourd'hui, tu paies moins d'impôts, mais le jour où tu retires l'argent à la retraite, tu paies l'impôt sur tout, sur la graine et sur tout le fruit qu'elle a produit. Le ROTH, c'est l'inverse. Tu paies l'impôt tout de suite sur la graine. Après ça, dans le cadre normal du compte, tout ce que cette graine produit peut croître sans impôt à la sortie. Alors pourquoi je te raconte ça ? Parce que mon mentor a fait 3 versements de $6 000 dans son ROTH. Donc $18 000 au total. Il a fait grandir ce compte à plus de $10 millions. Aujourd'hui, c'est encore beaucoup plus élevé. Tout ça dans un compte fiscalement avantageux, parce qu'il avait payé l'impôt sur les $18 000 du départ. $18 000 qui se transforment en millions. Voilà ce que ça donne quand tu combines le bon compte avec les intérêts composés dont on a parlé dans l'épisode 1. Encore une fois, c'est un dispositif américain. Toi, regarde ce qui est chez toi dans le même esprit. Un compte avantageux fiscalement sur le long terme. Le nom peut changer selon le pays. L'idée, elle, est universelle. Laisse le temps et la fiscalité travailler pour toi. Avant de conclure sur les comptes, je veux juste ajouter une nuance importante. Mon mentor ne s'est pas seulement servi du trading pour gagner de l'argent aujourd'hui. Il s'en est aussi servi pour faire grossir du capital ailleurs sur le long terme. Dans son cas, il pouvait même synchroniser 2 comptes. Un compte imposable pour générer du revenu maintenant et un compte retraite pour faire croître une partie des gains dans un cadre fiscal avantageux. Écoute celle-là parce qu'elle est un peu folle. Quand il appuyait sur acheter, le même trade partait dans les 2 comptes différents. Mais attention, ce n'est pas une recette à copier. C'est très spécifique encore une fois aux règles américaines. Et dans beaucoup de pays, ce genre de structure ne fonctionne pas de la même façon. La vraie leçon n'est donc pas « fais pareil ». La vraie leçon, c'est « ne mets pas tout ton avenir sur le day trading ». Le day trading peut devenir une source de revenus. Mais avec le temps, une partie de cet argent doit travailler ailleurs. Placement long terme, compte avantageux ou autre source de revenus. Parce qu'un trader solide, ce n'est pas seulement quelqu'un qui gagne aujourd'hui. C'est quelqu'un qui construit quelque chose qui peut durer demain. Ça, c'est la partie à retenir. Le reste, c'est juste pour ta culture. On récapitule, parce que ça fait pas mal d'informations d'un coup, je suis d'accord. Il existe 3 grandes familles de comptes. Le compte cash, le compte margin et le compte discipliné, de type épargne long terme. Le message principal, c'est un principe. Et ce principe fonctionne partout, peu importe ton pays. Pour débuter, le meilleur compte, ce n'est pas celui qui te donne le plus de puissance. C'est celui qui t'empêche de faire les pires erreurs pendant que tu apprends. Concrètement, pour la plupart des gens, ça veut dire un compte margin avec le levier désactivé et le short désactivé. Pourquoi ? Parce que tu gardes la souplesse de trader autant de fois que tu veux dans la journée, mais tu retires les 2 éléments qui peuvent te ruiner. Et si tu préfères un cadre encore plus strict, un compte qui interdit le levier et le short par nature fait aussi très bien le travail. Le nom de ces comptes change d'un pays à un autre. Les détails fiscaux aussi. Renseigne-toi sur ce qui existe chez toi et parle à un professionnel si tu en as besoin. L'idée à retenir est simple et universelle. Le bon compte pour débuter, c'est celui qui te protège de toi-même. Et crois-moi, quand on débute, ça vaut de l'or. Maintenant qu'on sait quel type de compte choisir, il reste une autre décision importante. Chez qui ouvrir ce compte ?
Autrement dit, choisir son broker. Un broker, c'est un intermédiaire, un courtier. C'est celui qui fait le pont entre toi et le marché boursier. Tu mets de l'argent dans un compte chez le broker et lui te donne accès au marché pour acheter et vendre des actions. Sans broker, tu ne peux tout simplement pas acheter d'actions. C'est pas possible. À l'époque, un broker, c'était une vraie personne. Tu l'appelais au téléphone, tu lui disais quoi acheter et il y avait quelqu'un sur le parquet de la bourse qui passait ton ordre. Aujourd'hui, tout est électronique. Tu traites toi-même, directement depuis ton ordinateur. Mais techniquement, tu le fais toujours sous le parapluie du broker. C'est lui le gardien de ton compte. Et c'est son infrastructure qui permet à tes ordres d'arriver sur le marché. Voilà le problème. Les brokers ne sont pas tous pareils, loin de là. La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a des dizaines de bons. Ils se battent tous pour t'avoir comme client. Donc c'est probablement le meilleur moment de l'histoire pour être du bon côté de la barrière. Maintenant, lequel choisir? Pour le day trading, il y a des critères très spécifiques et on les passe en revue. Pour le day trading, voilà les 5 critères que je regarde chez un broker. Numéro 1, la vitesse d'exécution. Ça, c'est la priorité absolue. Quand j'appuie sur le bouton acheter, je veux être servi instantanément, pas dans 2 secondes, tout de suite. Si un broker est excellent sur tout le reste, mais qu'il est lent à exécuter, je n'utilise même pas. Point final. La vitesse passe avant tout le reste. Numéro 2, la plateforme doit être stable et fiable. Tu veux pas avoir un logiciel qui se fige et qui plante en plein milieu d'un trade. Tu ne veux jamais ça. Il y a des plateformes qui plantent à répétition. Celles-là, fuis-les. Numéro 3, le Direct Access Routing. En français, l'accès direct au routage. C'est la possibilité de choisir comment ton ordre est envoyé en bourse. Pour un débutant avec des petites positions, c'est pas crucial. Mais quand tu commences à trader 15 000, 20 000, 30 000 actions, là, ça peut faire une vraie différence. Pour l'instant, vois ça comme un bonus, mais pas une obligation. Numéro 4, les hotkeys ou les raccourcis de clavier. Ça, par contre, c'est indispensable. Un hotkey, c'est un raccourci comme son nom l'indique. Tu achètes en appuyant sur une seule touche, tu vends en appuyant sur une seule touche. Tu ne veux pas avoir à taper ta quantité d'actions, ni taper le prix, ni remplir 10 cases. Juste une touche pour rentrer, une touche pour sortir. C'est exactement ce que font les traders institutionnels. Ils ont un clavier avec des boutons acheter et vendre. Au lieu de taper des mots, ils tapent des ordres. C'est ça l'exécution rapide. Numéro 5, des commissions raisonnables. Idéalement, on aimerait que ce soit gratuit. Sauf que, et c'est important, le gratuit n'est jamais vraiment gratuit. Il y a un coût caché et je vais te l'expliquer après. Voilà les 5 critères. Vitesse, stabilité, accès direct, raccourci, commission raisonnable. Donc, il y a 2 grandes familles de brokers et c'est important de comprendre la différence. Première famille, les brokers sans commission, le commission free. Pense à Robinhood, Webull, Schwab. Ils sont gratuits, mais ils peuvent être plus lents à exécuter. Deuxième famille, les brokers à accès direct. Le Direct Access. Pense à Lightspeed, Centerpoint ou celui que j'utilise, TradeZero. Là, tu paies des commissions, mais tu es beaucoup plus rapide et tu contrôles davantage ta vitesse d'exécution. À quel point la vitesse est différente? Mon mentor a fait un test chronométré sur 9 brokers en même temps. Le plus rapide, Lightspeed, exécuté en moins d'1 seconde. Le plus lent, Fidelity, mettait plus de 6 secondes. 6 secondes. En day trading momentum, 6 secondes, c'est une éternité. Le prix a déjà bougé 3 fois. Pour le style de trading momentum que je pratique, il y a un broker que je préfère aussi éviter, c'est Interactive Broker. Pourquoi? À cause d'une règle qui s'applique. La règle 144. C'est une vraie règle de marché. Normalement, elle concerne surtout les initiés. Elle limite la quantité d'actions qu'un initié peut vendre selon le volume moyen d'une action. Le problème, c'est qu'Interactive Broker peut appliquer cette logique de façon très restrictive sur certaines actions. Concrètement, ça veut dire quoi? Imagine une action qui s'échange normalement à très faible volume, puis qui explose aujourd'hui 200% sur une news. C'est exactement le genre d'action qu'on cherche en momentum. Mais si ton broker te limite fortement sur ce type d'action, tu peux te retrouver incapable de la trader correctement. Donc, pour notre style, c'est pas idéal. Alors, comment choisir entre les 2 familles? Si tu as un petit compte, moins de 5 000 $, un broker gratuit peut être un bon choix. Ça garde tes coûts bas, ce qui est intelligent quand le compte est petit. En revanche, une fois que ton compte grossit, 5 000 $ et plus, tu es généralement mieux avec un broker à accès direct.
Parce que la vitesse que tu gagnes vaut souvent plus que les commissions que tu payes. Au Canada, moi j'utilise TradeZero Canada. Là encore, c'est mon cas à moi. Toi, regarde les brokers disponibles dans ton pays et compare-les avec les mêmes critères. Mais j'ai pas oublié, je te dois une explication. C'est quoi le coût caché des brokers gratuits? Ça s'appelle le Payment for Order Flow, le paiement pour le flux d'ordre. Tu vas voir, c'est pas compliqué. Dans le système normal, tu passes un ordre, ton broker l'envoie en bourse et la bourse facture des frais au broker, par exemple 0,03 centimes par action. La bourse se fait des milliards avec ces frais-là. Un jour, certains grands fonds ont eu une idée. Ils sont allés voir les brokers et ils ont dit « envoie-nous tes ordres à nous au lieu de les envoyer directement à la bourse et nous, on te paye pour ça. » Le broker, lui, répond « Hein? Mais comment ça ?» Et le fonds répond « Toi, non, t'inquiète pas avec ça. » Qu'est-ce que le fonds fait avec tes ordres? Il fait un truc que la bourse n'a pas le droit de faire. Il découpe le centime en morceaux. En bourse, les actions s'échangent au centime près. Le fonds, lui, peut découper le centime en fractions encore plus petites. Il garde une petite part du profit pour lui, une part pour le broker, et il en laisse soi-disant un peu pour toi. Tout le monde y gagne, sauf la bourse qui se fait contourner. Comme le broker gagne maintenant de l'argent grâce aux grands fonds, il peut t'offrir le trading gratuit. Et devine quoi? Quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Donc, tu trades plus. Plus de trades, plus d'argent pour le fonds, plus d'argent pour le broker. Voilà le coût caché. Le gratuit est toujours payé par quelqu'un. En échange, ton exécution peut être moins directe et moins rapide. Un dernier point important, ça dépend de ton pays. Ce petit jeu entre les grands fonds et les brokers est surtout associé au marché américain. Dans beaucoup d'autres pays, dont le Canada, ce système est beaucoup plus limité ou interdit. Les ordres partent plus directement vers le marché. Ça veut dire que les coûts sont parfois un peu plus élevés, mais l'exécution, elle, est plus directe. Et franchement, c'est pas forcément un mauvais deal. Donc maintenant, à ce stade, tu as ton type de compte, ton broker, ta plateforme, mais il reste une chose que presque personne ne prépare, le jour où quelque chose plante. Troisième et dernière partie, le plan d'urgence. Ce n'est peut-être pas la partie la plus importante de l'épisode, parce que personne n'y pense, jusqu'au jour où ça arrive. Voilà la réalité. Il faut te préparer à l'inévitable. C'est quoi l'inévitable? Ton broker qui plante, ta plateforme qui se fige, ta connexion qui lâche, pire, ton électricité qui saute. Tout ça va arriver un jour ou l'autre. Mon mentor a déjà eu une partie de sa maison qui a pris feu pendant qu'il tradait. Je te jure, c'est pas une blague, hein. On ne sait jamais ce qui va nous tomber dessus. Le pire moment pour une panne, c'est évidemment quand tu es en position. J'ai vu tellement de traders se faire surprendre, pas préparés, ils finissent avec une perte complètement inutile, juste parce qu'ils ne pouvaient plus sortir de leur position. Donc on va couvrir deux scénarios, les pannes du côté du broker et les pannes chez toi, avec une solution pour chacune. Premier scénario, ta connexion fonctionne, ton électricité fonctionne, mais c'est ton broker qui plante. La plateforme refuse de se charger. Ça arrive plus souvent que tu ne le crois. Pendant la pandémie, certaines plateformes sont restées hors ligne pendant des journées entières. Pendant la folie GameStop, c'était le chaos total. Qu'est-ce que tu fais? Tu as plusieurs lignes de défense dans l'ordre. Première ligne, l'application mobile du même broker. Ta plateforme sur l'ordinateur plante, peut-être que l'application sur ton téléphone fonctionne encore. Tu peux sortir de ta position à partir de là. Deuxième ligne, l'accès web. Certains brokers te permettent de te connecter à leur site internet pour fermer tes positions. Pas tous, mais certains oui. Troisième ligne, tu appelles ton broker directement au téléphone. Tu leur demandes de fermer tes positions pour toi. Petit piège par contre, si le broker a une grosse panne, il est sûrement submergé d'appels. Donc ça peut être long avant que quelqu'un décroche. Il y a aussi un cas particulier. Parfois le broker fonctionne, mais les données sont gelées. Tu ne vois plus le prix bouger. C'est là que c'est utile d'avoir une source de données de secours, juste pour voir qu'est-ce qui se passe. Et un dernier réflexe vraiment important, si ça plante, prends une photo de ton écran ou un screenshot. Documente ce qui se passe. Pourquoi ? Parce qu'au final, si tu perds de l'argent à cause d'une panne, le broker n'est pas toujours responsable. Ils font de leur mieux pour viser un fonctionnement stable. Mais personne n'est parfait. Et tu as probablement accepté ces conditions en t'inscrivant. Ta photo, c'est la preuve, au cas où tu devrais leur montrer plus tard. Ça t'amène à une vraie question. La plateforme que tu utilises, est-ce qu'elle est stable? Parce que si elle plante tout le temps, tu te prépares toi-même à un beau désastre.
Le deuxième scénario, ce n'est pas le broker, c'est chez toi que ça lâche. L'électricité, la connexion ou ton appareil, on regarde les trois. 1. Coupure de courant. La solution, c'est un onduleur. En anglais, un UPS. C'est quoi ? C'est une grosse batterie. Tu branches ton matériel dessus. Quand le courant saute, la batterie prend le relais pendant quelques minutes. Tu branches quoi en priorité dessus ? Ta box internet, ton modem, ton routeur, ton PC. Comme ça, même si le courant coupe, ta connexion reste en vie assez longtemps pour sortir de ta position. Numéro 2, coupure de connexion. Pire scénario, tu perds le courant et la connexion en même temps. Par exemple, un arbre qui tombe sur le câble fibre. La solution, c'est une deuxième connexion. Le plus simple, le partage de connexion de ton téléphone. C'est ton point d'accès mobile. Tu t'y connectes, tu fermes ta position, te voilà tiré d'affaire. Numéro 3, la panne d'appareil. Ton ordinateur plante. Tu renverses du café dessus, il est mort. Mais tu as encore ton courant et ta connexion. La solution, c'est un appareil de secours. Ton téléphone, une tablette, un autre ordinateur, n'importe quoi qui te donne accès au marché. Un petit mot pour ceux qui ont un groupe électrogène, ce n'est pas suffisant. Parce qu'un groupe électrogène met souvent entre 30 secondes et 1 minute à démarrer. Et pendant ce temps-là, tout est éteint. Ta connexion redémarre, tes appareils redémarrent, ta plateforme redémarre. Donc même avec un groupe électrogène, prends quand même un onduleur pour tes appareils critiques. C'est la meilleure protection. Là, tu te dis peut-être, un onduleur, une deuxième connexion, un appareil de secours, ça commence à chiffrer tout ça. Et c'est vrai. Mais je veux que tu changes ta façon de voir les choses. Ces dépenses-là, ce sont des frais professionnels. Le day trading, c'est pas juste un loisir, c'est une entreprise. Comme dans n'importe quelle entreprise, il y a des coûts pour la faire tourner. Ces protections, c'est de l'argent que tu investis pour protéger ton activité. Mon mentor trade avec un volume tel qu'une seule erreur causée par une panne pourrait lui coûter des dizaines de milliers de dollars, si ce n'est des centaines de milliers de dollars, je l'ai vu de mes propres yeux. Donc pour lui, investir dans cette sécurité, c'est une évidence. Toi, tu commences plus petit, mais le principe est le même. Tu traites ça comme une entreprise dès les premiers jours. Il y a aussi un autre angle, les impôts. Dans plusieurs pays, ce genre de frais professionnels peut parfois se déduire. Attention quand même, je suis pas un comptable, et chaque pays a ses propres règles, surtout quand on parle de statut professionnel. Donc encore une fois, va voir un comptable avant de faire quoi que ce soit avec tes impôts. Garde quand même l'état d'esprit, tu ne construis pas juste un compte de trading, tu construis une entreprise. Conclusion, on a fait pas mal de chemin aujourd'hui. Maintenant, tu connais la différence entre un compte cash, un compte margin et un compte discipliné. Tu sais ce que c'est que le levier, le short et un margin call. Tu sais comment choisir un broker et tu as un plan d'urgence pour le jour où ça va partir en vrille. S'il y a une seule chose à retenir de cet épisode, que ce soit celle-là. Quand tu débutes, le meilleur compte, ce n'est pas celui qui te donne le plus de puissance, c'est celui qui t'empêche de te faire mal. Un compte qui désactive le levier, qui désactive le short, qui t'oblige à trader seulement avec ton propre argent, ça paraît contre-intuitif, mais c'est exactement ce qui va te garder dans la partie assez longtemps pour devenir bon. Dans le prochain épisode, on parlera de comment choisir les bonnes actions à trader. Parce qu'avoir le bon compte, c'est une chose, savoir sur quoi appuyer, ça en est une autre. Allez, à très vite.